tonnes de hashish sur un quai de Marseille. C'est la plus importante prise de cette drogue jamais réalisée en France, mais les trafiquants n'étaient pas au rendez-vous. La Pologne, entre le choc et la prière, les 3 policiers qui ont enlevé le père Popieluszko avouent l'avoir jeté dans la Vistule. Les prix du pétrole en chute libre, les pays producteurs de l'OPEP se réunissent à Genève. Rive droite, rive gauche, c'est le nouveau film de Philippe Labro qui sort mercredi. Invité de ce journal, son héroïne Nathalie Baye. Madame, Monsieur, bonsoir. Vendredi dernier, un cargo qui venait du Liban décharge sur le port de Marseille un conteneur. Un conteneur plein de hashish, 10 tonnes, soit une valeur marchande de quelques 200 millions de francs. Les policiers marseillais avaient mis en place de longue date un filet pour s'emparer des destinataires de la marchandise, mais la presse locale a eu trop tôt vent de l'affaire et les trafiquants ne sont jamais venus au rendez-vous. Sur place à Marseille, Dominique Thiers. Les policiers et les douaniers de Marseille devraient être fiers. Grâce à un travail de fourmi et un excellent réseau d'informateurs, ils ont saisi hier soir 10 tonnes de hashish du jamais vu en France. Pourtant, on ne se félicite ni au SRPJ ni dans les bureaux de la douane de Marseille. L'affaire remonte à vendredi soir. Policiers et douaniers savent que la drogue doit être entreposée dans un hangar. Un dispositif d'étroite surveillance est installé. Les enquêteurs veulent mettre la main sur les commanditaires de la drogue. Ils attendent 24 heures, 48 heures, personne ne se présente. Tôt lundi matin, ils saisissent la drogue, déçus et furieux. Furieux car les trafiquants pourraient très bien avoir été informés tout simplement par un article du Méridional. Dès dimanche matin, cet article annonçait la belle prise et même avec un peu trop d'avance, de nombreuses arrestations. Bref, c'est une fuite bien maladroite qui, selon les enquêteurs, a empêché un joli coup de filet. Reste maintenant à en trouver l'auteur. C'est à midi, par la radio officielle, que les Polonais, qui portent déjà le deuil du père Popieluszko, ont appris que ses ravisseurs, 3 policiers travaillant pour le ministère de l'Intérieur, avaient avoué avoir jeté le prêtre de choc dans la Vistule. Les recherches se poursuivent pour retrouver son corps, mais les autorités n'osent pas encore parler de mort. La Pologne sait cependant qu'elle compte un nouveau martyr, même si Lech Walesa souscrit en même temps que le numéro 1 du régime polonais à la thèse du complot. Maurice Werther. Les dernières révélations ne sont pas faites pour apaiser les esprits. Pour tenter de calmer les fidèles exaspérés, Monseigneur Glemp, le primat de Pologne, prêchait hier soir à la cathédrale de Varsovie, disant « Dans ces moments difficiles que nous, Polonais, vivons douloureusement, nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes. » Ils étaient 1500 à l'écouter. Mais ils étaient 50 000, les fidèles qui se pressaient dans l'église de Saint-Venceslas et surtout autour de l'église, bien qu'un service d'ordre exceptionnel de la police ait tenté de les dissuader. Saint-Venceslas est la paroisse du père Popieluszko. Hier, comme tous les derniers dimanches du mois, l'officiant célébrait la messe pour la paix. Dans son prêche, il tente de réconforter la foule en disant « Si le père Popieluszko était là, il vous dirait « Ne vous soumettez pas, luttez contre le mal en faisant le bien ». Le portrait du père était suspendu sur la façade de l'église. Sur l'autel, un tableau représentant Saint-Georges, Jerzy en polonais, qui est le prénom du père Popieluszko, Saint-Georges, terrassant le dragon. L'appel au calme lancé hier par Lech Walesa a été entendu. Il n'y a pas eu grève aujourd'hui aux aciéries de Varsovie. Une fois de plus, ils se retrouvent à Genève en pleine fièvre pétrolière. Les ministres de l'OPEP, mais aussi les experts et les représentants des compagnies pétrolières, familiers des palabres dans les grands hôtels. Leur objectif, cette fois, enrayer la chute des prix qui menace d'effondrement le marché pétrolier. L'objectif est clair, mais les moyens le sont moins. À Genève, Laurent Sauerve. On attendait avec curiosité l'arrivée du ministre du pétrole du Nigeria, ici à Genève, à la réunion de l'OPEP. Une réunion qui doit en principe décider de réduire la production de pétrole au sein de l'OPEP afin de défendre le prix officiel du baril de pétrole brut, aujourd'hui menacé. Le ministre du Nigeria, M. David West, est arrivé et il a déclaré « Le pétrole, c'est la vie du Nigeria et le cœur du Nigeria doit continuer à pomper ». Traduction, ne comptez pas sur nous pour réduire notre production. À la sortie de la première rencontre des 13 pays de l'OPEP, les sourires du cheikh Yamani d'Arabie Saoudite cachaient mal un certain embarras. Pour l'Indonésien, M. Sobroto, il faut rétablir et renforcer la discipline au sein de l'OPEP, une allusion qui vise directement le Nigeria.
Le Nigeria souffre particulièrement de la récession du marché pétrolier. Il est très endetté, il tire 90% de ses revenus du pétrole et il subit une forte concurrence du pétrole de la mer du Nord qui vient de baisser. Alors le Nigeria a décidé, sans consulter l'OPEP, de baisser le prix de son propre pétrole. Et une nouvelle brèche, une nouvelle crise s'est ouverte au sein de l'OPEP. L'OPEP dont l'influence ne cesse de diminuer sur le marché du pétrole, mais dont les soubresauts sont suivis avec inquiétude, car rien n'est plus dangereux qu'un marché du pétrole qui serait plongé dans le chaos. L'OPEP vient de décider ce soir de réduire son plafond de production. Le plafond de production est ramené à 16 millions de barils jour. Mais quelle que soit l'issue finale de cette conférence, le prix des produits pétroliers en France n'en sera pas pour autant affecté, en tout cas pour les consommateurs. Les explications de Jean-Marc. L'automobiliste français regarde les réunions de l'OPEP sans trop d'illusions, persuadé que de toute façon, il devra sûrement payer son essence plus cher. À l'OPEP à Genève, oui. Ils vont peut-être décider d'une baisse de la production et d'une baisse du prix du pétrole. Est-ce que vous pensez que ça va se répercuter sur la pompe? Non. Pourquoi? Comment? Parce que l'État va chercher à prendre des taxes. Je ne vois vraiment pas pourquoi, dans les conditions actuelles, elle baisserait. Parce que l'argent, le gouvernement a beaucoup trop besoin d'argent à l'heure actuelle. En France, c'est une tradition, l'essence a toujours été fortement taxée. À cela s'ajoute la hausse du dollar. Rappelons que la facture pétrolière payée en dollars représentera cette année 160 milliards de francs. Mais si la baisse décidée par 3 pays producteurs était suivie par l'ensemble des pays de l'OPEP, cela pourrait être bénéfique pour la France. Si cet exemple devait être suivi, il est bien certain que la facture pétrolière d'un pays comme la France diminuerait. Mais je ne peux pas dire a priori quelle serait la répartition de cette baisse entre les différentes parties prenantes, c'est-à-dire l'État, le fisc, les sociétés de raffinage et le consommateur. Mais je pense néanmoins, selon toute vraisemblance, que le consommateur verrait le prix de l'essence à la pompe baisser de quelques centimes par litre. Vous pensez qu'il y aurait donc une conséquence à la baisse? Si, bien entendu, l'État ne désire pas confisquer à son profit le bénéfice correspondant. Et pour les compagnies pétrolières, est-ce qu'il y aura une baisse aussi dans ce cas-là? Eh bien, pour les sociétés productrices, indéniablement, les sociétés productrices gagnent d'autant plus d'argent que le produit qu'elles produisent et qu'elles vendent est plus cher. Pour une société comme le groupe Elf, une baisse d'$1 par baril représente une moins-value annuelle de plus d'1 milliard de francs. On le constate, quelle que soit la décision des pays producteurs, elle ne satisfera pas tout le monde, notamment les automobilistes et les compagnies pétrolières qui pensent perdre encore de l'argent. Pour l'instant, on attend donc de connaître ce que vont décider les pays producteurs pour savoir combien nous paierons notre essence. L'impact de la facture pétrolière est d'autant plus complexe qu'elle se paye en dollars. La devise américaine est à nouveau à la hausse. Elle a coûté 9,39 francs aujourd'hui à Paris. Les banques qui depuis 12 ans vous faisaient crédit dans le cadre d'un système très strict instauré par l'État, les banques vont retrouver le chemin de la concurrence. Le ministre de l'économie et des finances, Pierre Bérégovoy, a en effet annoncé ce matin que le système d'encadrement du crédit sera supprimé à partir du 1er janvier 1985. Mais l'État n'abandonne pas pour autant tout contrôle. La bourse n'a pas encore réagi aux mesures annoncées ce matin par Pierre Bérégovoy. Elle attend d'en connaître exactement tous les détails. Le nouveau principe est le suivant. À partir du 1er janvier, les banques accorderont des crédits non plus en fonction d'un quota, l'encadrement, mais selon les ressources qu'elles sauront se procurer. Le ministre des Finances voit là un moyen de faire baisser le coût du crédit. Toutes ces mesures ont pour but de diminuer le prix du crédit. Et puis, un particulier ou une entreprise pourra demain mieux plaider sa demande de crédit auprès de la banque sans se voir opposer l'encadrement qui vient d'en haut, qui vient du gouvernement, et donc on ne sait pas très bien à quoi il répond. Dans les milieux financiers, on se montre officieusement plus réservé sur la possibilité d'une baisse du coût du crédit. Mais c'est vrai, il y aura davantage de concurrence entre les banques, ce qui pourrait effectivement conduire, en période de faible demande de crédit, à une légère baisse des taux. La mise en place d'un nouveau système plus simple et qui se fonde en effet sur la responsabilité et la qualité de la gestion obligera les banques, pour développer leur crédit, à avoir une capacité de bénéficiaires accrue. Mais l'argent en plus et l'argent moins cher, c'est un autre aspect des choses. Ça n'est pas l'aspect purement monétaire, puisque nous sommes dans le cadre d'une norme monétaire définie par le gouvernement et par les autorités. Il appartiendra simplement aux banques de faire en sorte que la compétition entre elles permette de mieux servir le client, mais de tenir compte aussi, et c'est le nouvel élément important,
de leur capacité bénéficiaire. Faut-il par exemple attendre de ce désencadrement partiel davantage d'argent pour les chantiers de construction? A priori non, car l'État, en contrôlant étroitement l'évolution de ce qu'on appelle la masse monétaire, ne lâche pas la bride au crédit. Le nouveau système est plus simple, plus moderne, mais il ne faut pas s'attendre à ce que d'un coup de baguette magique, l'argent redevienne abondant et bon marché. L'actualité politique ce soir se noue derrière les portes closes de la place du Colonel Fabien à Paris. Le comité central du Parti communiste se réunit jusqu'à demain, à huis clos, pour examiner le projet de résolution qui doit servir de base au congrès de février prochain. En toile de fond, des luttes d'influence, sinon de courant, comme l'explique Dominique. Si le comité central examine le document préparatoire au 25e congrès, c'est en fait le débat sur l'avenir du PC qui a repris ce matin. Un débat qui, au fil des semaines, laisse apparaître, malgré le huis clos, des divergences de plus en plus profondes au sein même de l'appareil. Du côté des rénovateurs, Fitterman, Rigoux, Leporse, Juquin, c'est l'attente. Une contestation qui cherche encore ses marques, sa ligne de conduite. À la direction apparemment soudée autour de Georges Marchais, les rivalités se font jour, favorisées par les tâtonnements en matière de stratégie du secrétaire général. Dans cette confusion aggravée par des échecs répétés, le camouflet de l'URSS sur l'affaire Abouchard, la modeste marche de la paix, un homme semble s'affirmer. Le directeur de l'Humanité, Roland Leroy, tente une nouvelle percée après avoir été écarté du secrétariat du parti au dernier congrès. Le jeu personnel de Roland Leroy me rappelle celui de Raymond Barre au sein de l'opposition, disait ironiquement ce matin un membre du comité central. À la réflexion, il y a peut-être du vrai dans cette boutade. Oui à la cohabitation en cas de grand succès, non en cas de petite victoire. Telle est la contribution de Madame Simone Veil, qui était tout à l'heure l'invitée de France Inter, au débat sur une éventuelle cohabitation entre le chef de l'État et l'opposition en cas de sa victoire aux législatives. Madame Veil a précisé que personnellement, elle ne s'allierait ni avec Jospin ni avec Le Pen. Fin de citation. Jacques Chirac s'en va en guerre contre l'avortement. Dans un entretien que publiera demain le journal Libération, le président du RPR estime que la démographie en France est menacée par la banalisation des interruptions volontaires de grossesse. Il souhaite un réexamen de la législation actuelle en matière de contraception et d'avortement, en même temps que la définition d'une véritable politique familiale avec par exemple l'octroi d'une prime au troisième enfant. Ouverture cet après-midi dans une petite station thermale allemande du 44e sommet franco-allemand. Un sommet qui, pour le chancelier Kohl, a lieu à l'ombre du scandale financier qui ébranle son gouvernement. Un sommet qui, pour le président Mitterrand, s'inscrit sous le signe des difficultés de certains projets de coopération bilatérale. Sur place, Georges Bortelli. Première spécialité de Bad Kreuznach, les rhumatismes. Une de ces gentilles petites villes d'eaux allemandes où les curistes viennent tenter de débloquer leurs articulations rhumatisantes. Deuxième spécialité de Bad Kreuznach, les grandes rencontres politiques. C'est ici que De Gaulle et Adenauer se sont rencontrés en 1958 pour amorcer la grande réconciliation franco-allemande. Helmut Kohl se veut l'héritier politique d'Adenauer, mais aujourd'hui c'est un Helmut Kohl affaibli par le scandale politico-financier qui secoue l'Allemagne officielle. En dépit des apparences donc, les deux interlocuteurs de ce sommet ne marchent pas tout à fait du même pas. Car si les péripéties de politique intérieure influent peu ou pas sur les orientations de la politique extérieure de François Mitterrand, M. Kohl, en revanche, qui ne maîtrise pas toujours très bien son propre gouvernement, a aujourd'hui moins d'autorité pour faire aboutir certains projets franco-allemands. On va voir par exemple si ces entretiens vont permettre de débloquer le projet de satellite d'observation franco-allemand qu'on croyait définitivement acquis après l'entretien de Rambouillet et qui maintenant rencontre certaines réticences du côté allemand où on juge que la technique proposée, celle de l'observation optique, ne serait pas assez performante. On se penchera également avec beaucoup d'intérêt et toujours dans le domaine spatial sur le projet Ariane 5. Tout de même, au cours de leur entretien de 1958, De Gaulle et Adenauer, ses précurseurs, auraient-ils rêvé des projets communs aussi ambitieux? Ce matin, à l'Élysée, ce sont les problèmes du Proche-Orient que le chef de l'État a évoqués avec son hôte, le président égyptien Hosni Moubarak.
Les problèmes du Proche-Orient, mais aussi de l'Afrique et notamment du Tchad. Au Tchad, les militaires français ont terminé leur évacuation de leurs postes avancés. Ils sont maintenant regroupés dans la capitale. Le porte-parole militaire français déclare n'avoir aucune information sur l'arrivée des observateurs libyens prévus par l'accord de désengagement entre Paris et Tripoli. La France s'apprête à envoyer 1500 tonnes de céréales aux victimes de la sécheresse en Éthiopie. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le ministère de la Coopération. La famine, vous le savez, frappe là-bas quelques 6 millions de personnes. C'est un véritable arsenal qui a été découvert ce matin dans les caves des hospices civils de Strasbourg. Un obus a éclaté, tuant un homme. Emmanuel Vanier. Une tonne d'explosifs de tout calibre. On ne saura jamais quel cauchemar de guerre hantait Ramon Fritsch, 50 ans, qui, à l'insu de tous, pendant des mois, peut-être des années, a entreposé dans les sous-sols de cet hôpital de quoi faire sauter le centre-ville de Strasbourg. On ne connaîtra jamais les raisons profondes de ce maniaque, discret et gentil selon ses collègues. Il est mort ce matin en manipulant un obus. Mais la personne qui est décédée, elle est décédée parce qu'elle manipulait un détonateur ou des engins explosifs? Parce qu'elle était probablement en train de scier un engin explosif. Et en sciant, elle a dû chauffer. Ramon Fritsch était un technicien de la faculté de médecine qui utilisait ses locaux sous l'hôpital. On a retrouvé à son domicile, dans une armoire, 150 autres engins de guerre. L'hôpital a été évacué en partie. Des opérations de déminage, au vu de l'importance du stock, vont durer plusieurs jours. Les 3 derniers détenus d'extrême gauche qui poursuivaient une grève de la faim depuis le 15 septembre dernier ont recommencé à s'alimenter. Parmi eux, Claude Alphen, membre présumé d'Action Directe. Par ailleurs, les gardiens de prison poursuivent leur mouvement déclenché lundi dernier par 4 syndicats pénitentiaires. Ils bloquent les portes des prisons pour empêcher extraction, transfèrement ou écrou. Le mouvement est inacceptable et illégal, a déclaré aujourd'hui la chancellerie. À Montpellier, hier matin, un match de football amical opposait 2 équipes locales. L'arbitre est mort, abattu de 2 coups de fusil. Jérôme Bonny. Hier matin, dans ce stade, l'ambiance du match est d'abord plutôt chaleureuse. Mais pendant la deuxième mi-temps, 3 gitans, venus d'une cité voisine, pénètrent sur le terrain. L'arbitre essaie de les expulser, le ton monte. Il gifle l'un d'entre eux, un dénommé Juan, qui part en criant « On t'aura ». Quelques minutes plus tard, alors que le match continue, Juan se poste au bord du terrain, épaule un fusil de chasse et abat le jeune arbitre. Profitant de la confusion, le meurtrier disparaît ensuite dans cette cité, la cité Chantal, où vivent de nombreux gitans. Il y a souvent des bagarres? Là ici? Ouais. Oh ouais. Et pourquoi des bagarres? Les bagarres cons là. C'est toujours aussi pire que les Indiens, si pire que le sauvage ici. Oui, on disait on va attendre qu'il y ait un drame pour agir. Et maintenant, si on n'agit pas, on va entendre quoi? Le deuxième drame? Alors où il faut déménager, qu'on aille habiter ailleurs, ou alors c'est à eux. Nous ne voulons plus à Sélenève, il faut qu'il s'en aille à tout prix. Parce que tout Sélenève est en colère et révolté par une histoire comme ça. C'est inadmissible. On veut qu'ils partent à tout prix. Et je veux surtout qu'on les attrape et qu'on les punisse en conséquence. Comme ils ont fait en chambre. Le chef de la sûreté de Montpellier a bien du mal à faire avancer l'enquête. Le meurtrier a sans doute trouvé refuge dans une autre cité de gitans, loin de Montpellier. Pendant toute la journée, ses proches ont été interrogés par la police, mais sans résultat. Ils se barricadent tous derrière la loi du silence. L'enquête sur la mort du petit Grégory entre dans sa 3e semaine. Les policiers pensent avoir identifié une femme par son écriture et un homme par sa voix. Ils seraient tous 2 employés dans une filature. Mais les policiers attendent de réunir des preuves plus formelles pour procéder à des inculpations. Joséphine a perdu son insouciance d'enfant, elle ne cesse de faire des cauchemars et mon bonheur de vivre a été interrompu. C'est en ces termes que Frédéric Dard, très ému, est passé du roman policier à la cour d'assises de Genève aujourd'hui pour témoigner au procès du ravisseur de sa fille. Un enlèvement contre rançon qui eut lieu en mars 83 et pour lequel est jugé un caméraman cambrioleur. Françoise Champet. 2 semaines pour revivre 5 jours d'angoisse. Frédéric Dard, l'auteur de San Antonio, et son épouse se sont retrouvés ce matin en face d'Édouard Bois de Chêne, accusé du rapt de leur fille Joséphine, âgée aujourd'hui de 13 ans.
Pour enlever la petite fille, Bois de Chêne avait minutieusement préparé son scénario. Dans la nuit du 22 mars 1983, il pénètre à l'aide d'une échelle dans la chambre de Joséphine, lui administre une piqûre de chloroforme et des soporifiques. 25 heures plus tard, le ravisseur se manifeste. Il réclame une rançon de 2 millions de francs suisses, soit près de 8 millions de francs français en petites coupures usagées. Le rendez-vous est fixé. 3 heures du matin, Frédéric Dard se rend sur les bords du Rhône avec 2000 billets de 1000 francs dans un sac plastique et l'accroche à un ingénieux système de poulies relié à l'autre rive de la rivière. Pendant plus de 48 heures, la petite Joséphine a été séquestrée dans cette caravane. Droguée à plusieurs reprises, elle parviendra quand même à s'enfuir et sera recueillie par un automobiliste. Il m'a pris les économies de 20 ans, vous voyez, en une nuit. Hein, et je n'arrive pas à lui en vouloir parce qu'il m'a rendu ce qu'il m'avait volé. Et il aurait pu ne pas le faire. Vous allez dire que j'ai un drôle de raisonnement, mais je suis tellement heureux d'avoir retrouvé ma fille. C'est un tel, n'appelons pas ça du bonheur, c'est l'univers qui recommence, qui continue, que pourquoi lui en voudrais-je? Il a suffi de 5 jours pour arrêter Édouard Bois de Chêne. La rançon a été intégralement récupérée, ainsi que toutes les pièces à conviction. En particulier le masque utilisé pour l'enlèvement. Bois de Chêne, 47 ans, était un caméraman de la télévision suisse. Avant de commettre cet enlèvement, il avait déjà cambriolé 35 châteaux et résidences cossues, selon des scénarios analogues. Un mot de sport et de Formule 1. Jacques Laffite retourne à l'écurie Ligier. Après 2 années passées chez Williams, Laffite pilotera la saison prochaine la Ligier JS25 aux côtés de l'Italien Andrea de Cesaris. Ils étaient 18 365 sur la ligne de départ hier à New York pour le marathon. Lui, il a terminé 5 691e. Après un peu plus de 4 heures d'une course épuisante, une course endeuillée par la mort d'un homme, un Français de 48 ans, victime d'une crise cardiaque. François Léotard, secrétaire général du Parti républicain et maire de Fréjus, raconte sa course à Jean-Louis Calmé-Jeanne. C'était dur parce qu'il faisait très chaud et le taux d'humidité était près de 95-96%. C'était très très dur pour tout le monde, on a beaucoup souffert. Savez-vous qu'un coureur français a eu un accident cardiaque pendant la course? Oui, je l'ai appris en revenant et cela a beaucoup terni la joie qui était la nôtre. Et je sais comment ça s'est passé, je l'ai appris depuis. Et ça fait un peu le titre des journaux américains ce matin et nous sommes un peu tristes, oui. Alors que pensez-vous de ces coureurs mal préparés qui encourent des risques pendant ce genre de compétition? Écoutez, d'après ce que je sais, on m'a dit que cette personne avait déjà fait plusieurs marathons, mais avait également eu des accidents cardiaques jadis. Alors je ne sais pas si c'est vrai et je n'en sais pas plus. Pour ma part, je m'étais fait faire bien sûr un examen par mon médecin. Et je crois qu'il faut être dans une épreuve qui est aussi dure que celle-là, et avec des conditions atmosphériques c'est difficile, il faut effectivement prendre toutes les garanties. Mais tout le monde souligne ici qu'on est à peu près au 90 millième coureur depuis le début du marathon de New York et que c'est la première fois qu'il y a eu un accident. Elle compte maintenant parmi les toutes premières actrices françaises. L'hebdomadaire américain Newsweek en a même fait le symbole du jeune cinéma français en lui consacrant récemment sa couverture. Nathalie Baye est l'héroïne du film de Philippe Labro qui sort sur les écrans mercredi prochain. Nathalie, bonsoir. Avant de parler du film et de votre rôle, un extrait de ce film où l'on vous voit avec le héros du film qui n'est autre que Gérard Depardieu. Il n'est pas naturel que dans ce décor unique, Monsieur le Président directeur général de métrologie, Monsieur Antoine Macquart, ait voulu offrir à ses amis, Guignol, et à vous, Mesdames et Messieurs, la primeur de son nouveau produit. Quoi qu'il en soit, Mesdames et Messieurs, si l'art et la culture ont... Vous avez perdu quelque chose? Besoin de l'argent... Oui, ma boucle. Il est clair que... Si je la retrouve, qu'est-ce que je gagne? Beaucoup plus besoin de l'art. Mais laissez-moi, ça va pas, non? Pardon. En révolutionnant les foyers, cet objet voilà. ne pourrait-il pas apporter aux familles une nouvelle façon de vivre? Et il peut être reconnaissant à Métrologie d'avoir contribué à la restauration. Ça, c'est le genre de truc qui doit marcher le samedi soir avec les boudins que vous draguez. Cette superbe salle qui va donner à ce prestigieux... Alors, Nathalie Baye et Gérard Depardieu, le couple choc de rive droite, rive gauche, c'est une histoire d'amour, bien sûr, une histoire où vous incarnez une jeune femme bien d'aujourd'hui.
Oui, ça m'a beaucoup plu parce que ça faisait très longtemps que je n'avais pas joué un personnage complètement de maintenant. Elle fait de la relation publique et du reste pendant tout le film on lui dit mais qu'est-ce que c'est que la relation publique et c'est agaçant. Mais elle a une définition bien précise de la chose, elle n'ira pas jusqu'à n'importe quelle extrémité pour faire ce métier. Non, elle a envie d'être en accord avec elle-même, elle a envie d'être bien dans sa peau et elle refuse les compromis et je crois que c'est pas très facile. Alors pour vous, est-ce que c'est un nouveau stéréotype féminin, la femme libérée, sûre d'elle, qui vit sa vie? Parce que dans le film, on voit finalement Gérard Depardieu quitter Carole Bouquet pour vous. Ce sont quand même deux stéréotypes féminins bien différents, parce que Carole Bouquet joue la vampe, superbe d'ailleurs. Oui, elle est très belle, elle est formidable dans le film. Mais vous aussi. Non, mais je pense que il y a aussi une lassitude. C'est un couple qui n'arrive plus à se parler. Il travaille énormément. Il est mal dans sa peau. Il fait des choses qui ne sont pas bien. Et il en a marre. Il défend un type qui est un salaud. Et il se demande si lui-même est un salaud. Voilà, c'est ça le sujet. Et à un moment, il rencontre une femme. Il tombe amoureux de cette femme, qui est le personnage que je joue. Et ça lui donne des ailes et ça lui donne du courage. Et c'est un amour de maturité aussi. Ce n'est pas un amour de jeunes gens. Oui, mais c'est pour ça c'est assez drôle. Parce que je pense que quand on a 20 ans et qu'on tombe amoureux, c'est souvent très sinistre. On est très sérieux. Tandis que quand on a 30 ans, on a reçu des coups de bâton sur la tête. On est presque plus joyeux. Alors, vous le disiez, c'est une histoire d'amour, mais c'est aussi l'histoire d'un homme qui tout à coup découvre qu'il doit se battre pour la vérité. Alors, c'est finalement une histoire très morale de Philippe Labro, sur un fond très doré, dans un Paris superbe, mais c'est très moral. C'est vrai, mais c'est ce que j'ai bien aimé dans l'histoire. Mais ça va être difficile, parce qu'on va lui faire payer son honnêteté. Pourquoi ? Eh bien parce que je crois que c'est pas facile de dire la vérité, surtout quand on fait ce métier. Et il y a des méchants, il y a des gentils, il y a des méchants. Et ça se termine un peu comme un thriller. Enfin, je vais pas raconter la fin. Ah non, surtout pas, surtout pas. Et les histoires morales, vous aimez ça? De temps en temps, oui. Je trouve que c'est bien. Et ce soir, vous allez au Zénith voir Johnny Hallyday? Non, parce que ce soir c'est relâche, mais demain j'irai, parce que demain c'est la Générale. Nathalie Baye, merci. Et maintenant, Alain Gillot-Pétré, qui en est tout ému, va nous parler du temps. Oh, il n'y a pas que moi, il y a aussi la caméra qui est émue, puisque oui, là voilà la caméra. Bon, je retrouve mes esprits. Le ciel, l'État est stationnaire. Regardez, la photo satellite anticyclone tient bon. Il est toujours sur l'Europe occidentale, il protège toujours la France des perturbations atlantiques. Cela dit, il y a tout de même cette perturbation-ci qui va demain commencer à pénétrer sur le pays, mais très très lentement. Et il y a également tous ces nuages qui mijotent en Méditerranée et qui sont susceptibles, comme aujourd'hui, d'apporter quelques averses orageuses en Corse. Mais dans l'ensemble, ça ne bouge pas trop, ça bougera d'ici jeudi. Regardez la carte de demain. Beaucoup de brouillard, beaucoup de nuages bas dès le matin partout, mais ensuite ce sera du beau temps sur la moitié sud du pays jusqu'au nord-est, sauf brouillard persistant bien entendu dans quelques vallées, à l'exception tout de même de la Corse, puisqu'on est au sud de la France, où il y a une possibilité d'averses orageuses accompagnées d'un renforcement des vents de nord-est. Côté nord-ouest, là, un peu plus de nuages, nettement plus même, un peu moins d'éclaircies, nettement moins, et beaucoup plus de nuages en fin de journée par les côtes du Cotentin et de la Bretagne, avec cette faible zone de pluie qui très lentement pénétrera en France avec un baromètre en baisse et un thermomètre qui lui monte. Nous allons de 12 à 17 degrés sur la moitié nord, 18 si on y inclut Nantes, nord de la Loire, et de 16 à 22 degrés sur la moitié sud, 22 degrés à Biarritz. Demain, 3 minutes de soleil au moins pour ce mardi 30 octobre, lever 7h34, coucher 17h33, et bonne fête à toutes les bienvenues, ce qui est valable pour tous les téléspectateurs d'Antenne 2, bien sûr. Bien sûr, à 23h10, c'est Hervé Claude qui vous présentera notre dernière édition. Demain, 12h45, Antenne 2 midi, 18h30, c'est la vie, et je vous retrouverai avec plaisir demain à 20h. Très bonne soirée.